l'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer. Memento mori, n'oublie pas que tu vas mourir. Quand un général romain revenait de la guerre couvert de gloire à Rome, sur son char, il y avait toujours un esclave qui lui chuchotait à l'oreille « N'oublie pas que tu vas mourir ». Je suis un soldat. Je suis sur le champ de bataille depuis toujours, le glaive à la main, et je combats tout. Ma spiritualité, je la trouve dans la littérature, dans la peinture, dans les arts et dans l'amour. Je crois beaucoup dans l'amour, les enfants, les sœurs, la meute. Bonjour, je m'appelle Uriel. Uriel avec 2 ailes, comme un papillon, symbole de résilience et de renaissance. Née de mon propre parcours face à un cancer colorectal, j'ai créé L'écho des papillons, un podcast nomade réalisé à vélo et en camion. Mon but ? Recueillir sur ma route toute forme d'initiative et de parcours, source d'espoir, afin de transmettre à mon tour un peu de lumière aux personnes touchées par un cancer. Cheminer avec moi au cœur de conversations intimes et conviviales, partagées avec des hommes et des femmes qui ont transformé la maladie en force. Découvrez aussi une approche novatrice, globale et prometteuse dans le traitement du cancer, appelée oncologie intégrative. Et parce qu'être malade ne signifie pas renoncer à ses rêves, suivez-moi sur ma route dans mes réflexions et conseils personnels sur le voyage avec un cancer. Que ces dialogues et ces ressources vous aident à déployer vos ailes et dessiner votre chemin sur la voie de l'espoir et de la transformation, à l'image de la chrysalide qui devient papillon. Bon voyage sonore. L'écho des papillons sort désormais un épisode par mois pour suivre un rythme plus doux et durable. Parfois, le rire devient une arme face à la maladie. D'autres fois, c'est l'art, la peinture ou les mots qui servent de refuge, de champ de bataille ou d'éclat de lumière dans l'obscurité. Et puis, il y a la forêt, le monde animal et l'amour qui se dressent comme des piliers pour tenir debout, coûte que coûte. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Claudie, aux abords de la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Artiste plasticienne de 55 ans, Claudie fut la toute première invitée de mon podcast. Elle m'a généreusement accueillie dans son antre, juste avant mon départ dans le sud de la France, dans un lieu à l'image des 1000 vies qu'elle a traversées. Scénographe, grand reporter de guerre, voyageuse, membre de la Société des explorateurs français, mère et sœur. Claudie s'est toujours définie comme une combattante, un soldat sur le champ de bataille selon ses propres mots. Lorsque le cancer du sein est entré dans sa vie en 2021, elle l'a accueilli sans surprise, presque avec calme, prête à relever le défi. Dans cet épisode, Claudie nous parle de sa force, de ses fragilités, de sa meute qui l'entoure et de sa manière singulière de tenir tête à la maladie. Nous avons aussi parlé de la peinture, véritable catharsis personnelle, de la mort, de dénuement, d'humilité et d'amour, qui reste pour elle la plus belle forme de spiritualité. Voici un récit puissant, brut et lumineux à la fois, qui rappelle que derrière chaque combat, il y a aussi des éclats de joie, de grâce et de beauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de L'écho des papillons avec mon invitée Claudie. Bonne escale sonore. Claudie, bonjour. Bonjour Uriel. Je te propose de commencer l'interview en piochant la première carte qui est devant toi. Claudie, qui es-tu? À quoi ressembles-tu? Alors, je suis de sexe féminin. Je suis une maman de 55 ans. C'est une question ouverte, donc j'ai un parcours multidirectionnel. J'ai rempli beaucoup de fonctions différentes. Aujourd'hui, je suis artiste plasticienne, mais j'ai fait plein d'autres choses avant. On y reviendra peut-être. Et à quoi ressembles-tu? À quelqu'un d'extrêmement joyeux, mais c'est un manteau d'éclat de rire qui cache un immense chagrin, si cela peut me définir, depuis toujours. Alors, la question numéro 2. Un jour, on t'a annoncé que tu avais un cancer. Quels sont tes souvenirs de cette journée? Quelle a été ta réaction?
Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, le jour où on m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, j'étais extrêmement calme pour quelqu'un d'hyper nerveux. Et c'était... Je le savais, ça allait venir. Je le savais parce que tout le monde avait eu un cancer du sein, ma sœur 10 ans avant moi. C'était évident que ça allait me tomber au coin de la figure. Je le savais pour plein d'autres raisons, parce que je venais de traverser des épreuves extrêmement complexes et que ça devait se terminer par ce point final qui veut dire que quelque chose se termine pour que quelque chose commence derrière, ou pas. Donc je n'étais absolument pas étonnée, très calme, et ma réaction a été let's go. Let's go. Prête pour on y va. Le combat. Pour le challenge. Ouais. Avant d'avoir fait les biopsies et tout le protocole qu'on connaît. Hein. Je crois que personne n'a été tellement surpris. Je me vois dans ma voiture, étonnamment, sortir du labo, extrêmement calme, convaincue, enfin pas du tout étonnée, pas surprise d'un iota. Je savais que ma sœur, il fallait que je la prévienne en premier quand même. Et puis mes enfants après, voilà, c'était ça un peu l'épreuve, mais le reste, non. Alors après, j'ai eu une série de biopsies. C'était complexe parce que comme il y avait eu le précédent avec ma sœur aînée et que j'avais une grand-mère qui était décédée de ça et ma sœur avait été soignée à Eugène Marquis, ils avaient tout le dossier et qu'ils hésitent quand même à opérer. Ça a été une décision très collégiale, donc ils m'ont fait 2 biopsies, donc ça a pris du temps. C'est pour ça qu'il me semble que c'était avant l'été, le temps qu'ils refassent ces biopsies. Et en fait, ils ont comparé les 2 dossiers, celui de ma sœur et du mien, pour savoir s'il fallait qu'ils interviennent. Voilà. Et en fait, c'était une masse dans le sein gauche qui était, je sais pas, dégueulasse, quoi, un début de cancer, quoi. Une tumeur, comme on peut dire. Voilà, alors une tumeur, ouais, voilà, une tumeur. Et après, ça allait très, 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 très vite, voilà. Et c'est vrai que c'est passé assez vite, toute cette période, hein. Ça continue à avoir ma vie normale, en fait. Continue à bosser, évidemment, surtout. Avec une énergie décuplée, une pêche d'enfer. J'ai fait que rire. J'ai ri comme, j'adore rire déjà. Mais alors, j'ai ri jusqu'à la fin. Jusqu'à l'entrée au bloc. Et après. Mais donc on a tous ri. La chirurgienne, les infirmières, la fille qui faisait la ponction. On a fait que rire. J'arrivais à l'hôpital à Eugène Marquis, disait ah super, avec Claudie on va rigoler. Tu me donnes envie de rire. Non mais je riais, mais vraiment aux larmes. Hein. Je faisais que l'andouille, le sein, j'aidais, parce que moi il faut que je comprenne toujours. Il faut que j'intervienne et je déteste être instrumentalisée, chosifiée. Donc je me rappelle très bien que la biopsie, la 2e, ils ont un peu galéré. Et surtout, une 3e fois, ils m'ont posé un fil en métal pour guider la chirurgienne. Donc, c'était la veille du passage au bloc. C'était une radiologue interventionnelle qui galérait mais j'avais des tissus tellement denses et dégueulasses qu'elle n'arrivait pas. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, docteur, je vais le faire. Et elle me dit, vous êtes sûre? Je dis, ouais, on va pas y passer Noël, parce que ça faisait déjà 1 heure qu'on était là. Je dis, bon, montrez-moi la radio. C'est quoi le geste? Elle me dit, ouais, je me suis dit, passez-moi, donnez-moi les gants. J'ai poussé un grand coup. Mais elle avait confiance en moi. Hein? Ouais. Voilà. Donc, j'ai dit, on va faire ensemble tout ça, au moins, on rigole. Bon, du coup, on a beaucoup rigolé. Elle me parlait de ses gosses. Et je sais pas, c'était un truc très, 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 très transparent. Pour le coup, peut-être que tu es actrice quand même de ton... Complètement actrice. Même avec l'oncologue, Dr Robert, on a ri, elle était splendide. Je la trouvais magnifique. Je suis une plasticienne, moi, donc je regarde beaucoup les corps et tout ça. C'est très punk, hein, mais elle s'appelait Dr Robert. Elle opère de cancer du sein. Elle a une poitrine splendide. Or, je n'ai absolument pas de poitrine. Donc je lui disais, mais c'est stupéfiant d'être aussi belle, avec des seins aussi beaux. En plus, elle me montrait sur elle, enfin, à travers son vêtement. Alors je vais vous faire ça. Je me dis, mais vous êtes tellement belle. Je suis flattée d'être opérée par une femme aussi. Vous êtes tellement féminine. Bon, elle était très contente. C'était très étonnant. Bah oui, t'as ton côté spontané, j'ai l'impression, qui... Ouais, puis surtout pas pleurer, quoi. J'ai été grand reporter de guerre et doit être très certainement un syndrome post-traumatique que les larmes ne coulent pas de mes yeux. J'encaisse, c'est pas génial non plus. Hein. C'est bien de pleurer, hein. Moi j'en vis en même temps. Hein. Je veux pas dire que j'en vis pas, j'en vis énormément. Les gens qui pleurent beaucoup, en fait c'est une purge. Ça soulage quand même. C'est magnifique, mais j'arrive pas. Quelle est la chose la plus importante que tu as faite juste après? J'étais en expo avec un collectif d'artistes et je suis arrivée à l'expo, au vernissage, en disant « En fait, j'ai un cancer. » Et tout le monde m'a dit « Et j'ai dit « Ah non, faites pas cette tête-là. Ah non, ça va. Attends, on va pas y passer Noël. Vas-y, on y va. Vernissage, j'ai bu un coup. Et puis on se calme, hein. On y va, quoi. »
Je voulais surtout pas qu'on pose un regard sur moi en se disant parce qu'il y a quand même toujours ce truc où t'as l'impression que les gens ont peur que ce soit contagieux. C'est dingue. C'est ça. C'est pas contagieux, ils sont pas débiles, mais comme si la misère, cette espèce de misère médicale, allait leur tomber au coin de la tronche. Parce qu'en fait, chacun se mire dans le regard de l'autre. Les gens, ils sont pas désespérés pour toi, ils sont désespérés pour eux. Ils ont peur pour eux, bien sûr. Ils compatissent, mais c'est pour eux. Ils ont peur pour eux. C'est ça. Ils ont peur parce qu'ils se retrouvent face à l'hypothétique idée que tu vas mourir. Donc, ils vont mourir. Et c'est juste parce qu'on va mourir quand même. Donc, voilà. Donc, tu les regardes, ils sont sidérés. Or, on va mourir. Donc, plus ou moins vite ou lentement. Moi, j'ai tout de suite dit à tout le monde le truc improbable à mes enfants en leur disant et à mes sœurs, alors si je meurs, je vous en supplie, vous me jetez au sanglier dans la forêt. Je ne veux pas qu'on me foute dans le four et tout le bordel, et en disant ça va être compliqué, il va falloir porter le corps, c'est toujours un corps mort, c'est assez lourd, mais vous allez trouver une solution. Et en fait, très vite, mes frangines, mes enfants disaient mais ça va être très compliqué, maman va aller en prison, je sais pas si vous faites... Tu vois, c'était devenu un sujet assez sérieux parce qu'il fallait quand même que je leur glisse l'idée que s'il m'arrivait une tuile, comment on faisait, quoi. Ah oui. Bon. Ah oui, bien sûr. Comment s'est déroulé ton parcours de soins? Merveilleusement bien. Oui, alors entre-temps aussi, alors j'ai fait 2 choses. Ça s'est très 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 bien passé parce que je n'ai jamais fumé de joint. Mais comme on est dans la grande époque où l'herbe c'est très thérapeutique, je me suis dit il faut que je fume de l'herbe. Donc j'ai mes bio, local, machin. Donc j'ai fumé de l'herbe pendant tout mon traitement. Donc comme je n'avais jamais fumé, j'ai fait que rire. J'ai fait que rire en fait. En disant à l'oncologue, je me suis mise à la beuh et après avoir un peu fait une petite posture de médecin, elle a dit bon finalement c'est pas mal parce que qu'est-ce qu'on se marre. Voilà. Ça, et j'ai arrêté à la fin. Ça, c'est quand même très étonnant. Et comme des crises de fou rire. Alors, je fumais à petite dose, parce que quand même... voilà. Et après, j'ai tout pris, j'ai tout jeté. Et comment s'est déroulé ton parcours de soins? Ça a été drôle jusqu'à la fin, parce que quand je suis revenue c'est ça, je t'avais pas dit ça. Je suis revenue à l'hôpital, et après, j'ai eu un trip. J'ai un délire sur le soin. C'est que moi, je suis très militante, il faut pas creuser le trou de la sécurité sociale. Donc, je vais avoir un infirmier à domicile. Pendant une semaine. Premier jour, ils arrivent... Et je me dis c'est pas possible. Ils se déplacent, ça coûte cher. Peut-être que quelqu'un a plus besoin de moi parce que j'ai ce délire-là aussi. Je dis écoutez, je vais faire les pansements même en fait. C'est bon comme la lune. Je nettoie, je sais faire. J'ai fait les chiens, j'ai fait les brebis. Je vais bien réussir à me faire la plaie. Donc ils ont eu du mal à céder, mais ils ont cédé. Et après je leur ai dit par contre je ne veux absolument pas garder des montagnes de pansements parce que il y a des manques énormes. Donc je les ai rappelés. Ils sont venus chercher tout. Ils m'ont dit vous avez pas idée comme ça nous dépanne. Donc je leur ai tout rendu, tout jusqu'aux gants en plastique, tout. Ah, c'est génial. En disant pas de trou dans la sécurité sociale, quelqu'un a besoin. Ça c'est rigolo, c'est une petite anecdote. Ouais. Tu t'es fait opérer? Oui. Mais t'as pas eu de chimio? Alors après c'est reparti pendant c'est quoi 10 jours ou 3 semaines quand ils font les en anapathe. Ah oui, l'anapathe pour savoir si j'allais avoir de la radio, la chimio, ils ont considéré qu'ils arrêtaient. Là avec une surveillance accrue. Quel a été ton parcours émotionnel, psychologique et spirituel? Alors, et où? Alors, émotionnel, bon, je crois que j'ai un peu brossé le portrait. Ouais. Psychologique, alors après, je suis vraiment taillée pour porter l'armure et le glaive. Je suis née comme ça, maman m'appelait mon petit soldat. Or, je comprenais pas quand j'étais petite, mais elle avait eu la vision, je suis un soldat. Je suis sur le champ de bataille depuis toujours, le glaive à la main, et je combats tout le temps, de façon permanente. C'est éreintant en sachant qu'à un moment donné, tu peux prendre toi-même un coup et y rester. Mais c'est comme ça, c'est mon karma. Alors ça, c'est mon karma, je le sais, donc tu vois, moi, ça a le mérite d'être clair. Psychologiquement, je le sais. Et spirituel, je crois pas en Dieu. Je n'ai jamais rencontré cet homme-là. Et je ne surtout pas versé dans les choses ésotériques. Nous ne sommes qu'une enveloppe corporelle avec un système extrêmement à l'équilibre qui fonctionne bien. Quand il dysfonctionne, c'est comme ça. Comme ça. Ma spiritualité, je la trouve dans la littérature, dans la peinture, dans les arts et dans l'amour. Je crois beaucoup dans l'amour. À l'instant, les enfants, les sœurs, la meute.
Le côté animal, quoi. Je trouve que c'est une belle spiritualité. Ouais, en fait. ouais. Enfin, Mais c'est déjà du boulot, hein. C'est déjà du boulot. Je Ouais. n'ai pas besoin de faire des trucs. C'est pas trop mon délire non plus. Tu t'es pas mise à méditer pendant... Je peux pas. Je suis hyper nerveuse. Non, tu peux pas. Non. Parce que toi, t'es plutôt du genre à être toujours dans l'action, donc c'est pas possible. Je suis une hyperactive. Ouais. Alors, où en es-tu avec le cancer aujourd'hui? Je suis en affection longue durée. Il me reste 1 an et demi. Ma dernière mammo, pas d'évolution. Ça, c'est physiquement. Psychologiquement, l'après n'est pas simple. Ouais. Après avoir fait ma crâneuse là pendant 10 minutes, je me suis complètement écroulée psychologiquement. Après là, je dirais... La deuxième mammo, alors première mammo post-bloc c'était à 2 mois, la deuxième 6 mois, là je me suis effondrée. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas mourir pour mes enfants et mes sœurs, elles allaient mourir de chagrin, et je me suis dit putain, je suis prise en otage et je peux pas faire ça à mes gosses. Et j'ai commencé à flipper. C'est là que tu t'es rendu compte finalement de la réalité, peut-être uniquement à ce moment-là. Ouais, je me suis reconnectée, j'ai replugué la prise centrale. J'avais déplugué la prise centrale de l'émotion, mais je savais faire parce que quand t'es en zone de conflit, tu prends la prise avant de partir, tu l'arraches et tu la rebranches en revenant. Quand t'es là-bas, il peut se passer n'importe quoi. Quand tu fais bien le boulot, il faut pas tu peux pas t'effondrer. Je dis pas que ça ne te touche pas, mais si tu veux, tu dois être un peu stoïque en fait. C'est le stoïcisme, parce qu'il faut raconter au plus près de ce que tu as vu. Donc ça, je savais faire. J'avais déplugué. Quand j'ai replugué, ça n'a pas été simple. Voilà. Et je suis encore dans cette queue de comète. C'est pas si vieux que ça. Hein. Je suis encore dans cette fragilité quand même. Tu vois. Et je le vois dans le regard de mes enfants. Ce qui a changé foncièrement, c'est que je suis passée de la super maman à mes enfants vont porter mes sacs, mes enfants vont me dire maman ça va, maman t'as l'air triste. Or ils ne me l'ont jamais demandé avant. Et j'ai même parlé avec mon petit garçon qui a 15 ans l'autre jour en lui disant mais chérie, parce que donc j'ai eu plein d'autres problèmes de santé après, on s'en fout, peu importe. Donc je pense que c'est lié aussi à cette fragilité psychologique qui s'est mise en place, donc la colopathie fonctionnelle, des calcifications partout, les bras douloureux. Mon fils, je peux pas descendre la voiture sans qu'il me porte les sacs. L'autre jour je lui ai dit mon chéri, tu as 15 ans, j'en ai 55. Or je suis ta maman, il m'a dit, j'ai l'impression que tu t'occupes d'une vieille femme malade. Il me dit, non, c'est mon job, maman, de prendre soin de toi. Je dis, enfin, quand même, non, maintenant, on va prendre soin de toi. Maintenant, on va prendre soin de toi, je l'ai très bien entendu. Ils se sont rendus compte qu'ils ont compris que j'étais mortelle et ils ont peur. Ma fille, elle est orpheline de père. Hein. Son père a été assassiné quand elle avait 7 ans en Amazonie. Il était grand reporter photographe. Donc ça a été extrêmement violent. Donc elle me dit, enfin, je ne peux pas être orpheline de maman, tu ne peux pas mourir. En fait, elle me l'a dit carrément, quoi. Donc oui, donc ça te renvoie à leur peur, forcément, fait écho. Bonjour, la responsabilité. Hein. Bah oui. Mais en même temps, c'est peut-être aussi quelque part ce qui te tient doublement à cette. Oui, mais ça m'a fragilisée. Tu vois. Du coup, truc que je faisais jamais. Ils m'ont trouvé la colopathie fonctionnelle, c'est parce que avant j'aurais eu ultra mal au bide à me traîner pendant des mois, je n'aurais pas été consultée. Or je me suis dit, oh, malheureuse, si en plus maintenant t'as un cancer colorectal comme maman là, les enfants ils sont pas cons hein, quand ils me voient plier en deux. Allez hop, avant je faisais pas. Donc c'est une forme de fragilité quand même. Bah, t'es plus attentif peut-être aussi à ton corps. Bah, oui, peut-être aussi. Que j'ai peut-être un peu plus soumis à des contraintes avant. C'est vrai. Ouais, quand même. Peut-être un mal pour un bien aussi, tu vois, faut voir le positif. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, on va passer à la deuxième partie alors. Ouais. Je fais une courte pause pour vous dire que si ce podcast libre et artisanal vous touche, vous inspire ou vous fait du bien, pensez à le partager, à vous abonner ou à semer quelques étoiles sur votre plateforme préférée. C'est grâce à vos petits gestes que l'écho des papillons peut continuer de voyager plus loin. Alors, avant le cancer, tu étais. Après le cancer, tu es. J'étais de tout et beaucoup, à fond tout le temps, nos limites, toujours au bord du précipice. J'adorais ça. J'adorais le sentiment de vertige. J'adorais les abîmes. J'avais un côté extrêmement obscur qui est très solaire. Enfin, je me cachais derrière dans le noir et tout en pensant que j'étais dans la lumière. Obscur mais solaire, tu as dit. Enfin, dans la parade. Donc toujours se rire, mais dévoré de
de douleur et puis quand même beaucoup dans des choses obscures. J'étais obscure. Je suis née obscure, j'ai quelque chose d'obscur. Après le cancer, ça a donné un gros coup de frein. Comment c'était après le cancer? Je suis descendue dans des vibrations plus basses. C'est-à-dire les pieds au bord du précipice, moins. De tout et beaucoup, non. Et puis l'hyper modération, tout. En tout, donc par exemple le dénuement, solitude. Bon, je suis quelqu'un que j'ai une toute petite batterie sociale, mais je cultive énormément la solitude. Ça, c'est vraiment, ça a été voilà, des immenses moments seuls qui ne sont pas confortables, mais dans lesquels je peux souffler, qui peuvent durer longtemps, des semaines, toute seule, parce que ma fille est une partie de la maison, et mon fils jusqu'à septembre a été élevé par son père à Paris. La décroissance absolue en tout, un frigo vide. Comment tu expliques ça en fait? Pour être au plus proche de moi-même, qu'il n'y ait aucun leurre qui me sépare de ma propre image. Tu vois, aucun effet de miroir, aucun artifice. C'est presque une quête en fait. Donc oui, c'est une forme de quête spirituelle d'ailleurs, mais au plus près de moi-même, pas de biais. Voilà. Donc je mange peu, je dors peu. Je cultive la solitude, je lis énormément, je me suis donné je suis allée plus sur l'os, quoi. J'ai enlevé toute la chair. C'est compliqué à expliquer. C'est aussi un travail pictural que j'opère en atelier, avec ma peinture. Aller à l'os, sur le squelette, quoi. Je ne veux pas me leurrer, je ne veux pas de leurre. Je veux être au plus proche de moi-même. Très ascétique. D'accord. Je fais de la gymnastique. Il y a une rigueur. Je suis dans une espèce d'hyper rigueur de vie. J'étais déjà assez rigoureuse. Voilà. Mais là, tout est rigueur. Comme un socle sur lequel je peux vraiment me maintenir debout. Je trouve que c'est un énorme booster cérébral et intellectuel. Ça me permet d'avoir de plus grands espaces de réflexion. De pas m'égarer, d'être dans mon truc de réflexion. D'accord. Voilà. Bon, c'est un peu la voie de la sagesse. Tu sais, dans les 3 cultures abrahamiques, on dit à 20 ans tu t'amuses, à 40 ans tu te calmes, à 50 ans tu pries. Bon, moi, je peux pas prier parce que je crois pas en Dieu. Oui. Donc, quelque part, c'est quand même un cycle totalement normal. Une personne ou un animal associé à ta résilience. Une personne. Écoute, je vais quand même dire que ma grande sœur était là tout le temps pour moi. D'ailleurs, j'aurais pu très bien aller à l'hôpital avec quelqu'un d'autre. Or, non, c'était une évidence. Comme maman nous a quittés, ma sœur aînée nous a un peu imposé la place de maman, parfois avec mon autre frangine. Et puis en fait, quand ça va pas, c'est quand même ma grande sœur qui vient. Je ne peux pas, on est tout le temps ensemble. Elle habite à 3 kilomètres d'ici. Ma sœur a été là pour moi. Ça, c'est ma grande sœur. J'adore mes frangines pareil, je les aime à la folie, mais j'ai une sœur qui est plus éloignée. Ma grande sœur, en plus, elle avait traversé l'épreuve. Et pourquoi elle est associée à ma résilience, c'est vrai. Ma sœur, quand elle a eu son cancer, donc ils l'ont amputé d'un sein. Elle avait plus de cheveux, plus de cils, plus rien. Et moi, en tant que plasticienne, j'étais en état d'admiration devant ce corps que je trouvais tellement narratif. Et je passais mon temps à dire mais qu'est-ce que t'es belle, mais mets-toi toute nue pour voir comme t'es belle. C'est incroyable d'avoir qu'un sein et pas l'autre. Mais ce corps est incroyable. Oh, quelle histoire tu portes dans ton corps. Ouais, j'ai ma sœur. Un objet, plein d'objets. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui s'entremêlent quand même dans une aventure comme celle-là. Si quand même, alors tu vois, je vais me défausser à la mort. Il s'avère que j'ai décidé de me réconcilier avec mes origines. Et sachant que notre papa est ashkénaze et que ça a été un énorme problème familial, c'est un peu long, compliqué, ce serait l'objet justement d'une autre conversation, j'ai posé une mezouza sur ma porte. La mezouza, c'est pour appeler Hachem, l'abondance et la protection de la maison. Voilà, c'était ma coquetterie. Voilà, j'ai la menorah avec les chandelles. Voilà, c'était ma coquetterie. C'était une forme de coquetterie que je me suis octroyée en disant voilà, je vais renouer des liens. Voilà, on va dire que ça peut être un objet, c'est rigolo. Un lieu, un paysage, la forêt. La forêt, c'est la matrice. C'est un utérus. C'est la mère, la forêt. Elle prend, elle bouscule. Elle est humide, elle est
boueuses parfois, elles te rejettent. C'est dangereux quand il y a du vent, mais elles te protègent. On se cache en forêt, et quand on se cache, on voit mieux les autres. On voit tout ce qui s'y passe. J'adore la forêt. J'ai marché des heures en forêt. Je ne peux pas me perdre en forêt. Je sais tout, je redeviens un animal, une bête. C'est mon univers total. Une musique, une chanson. Oh, j'ai honte de dire ce que j'écoute. Alors, pendant que j'étais malade ou... Alors oui, pendant que tu étais malade ou Alors, même après, éventuellement. Non, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, quand même. Non, celle-là, elle est quand même cortiquée. Je ne peux même pas expliquer pourquoi. Tu vas hurler de rire, Uriel. Bon. Imagine seulement que je suis férue de rap. Et puis le gros rap sale, c'est-à-dire je pute toutes les 3 secondes, quoi. Truc immonde, ultra violent, j'adore. Je me gave jusqu'à l'overdose. Et grand écart de musique classique. Mozart, Bach, etc. Donc avec la maladie? Non, globalement. On m'apprend que je suis malade, alors ça c'est rigolo. Je te jure, je ne sais absolument pas par quel truchement. J'ai écouté que Céline Dion. Mais pourquoi? Ah oui, en effet. Du début jusqu'au dernier jour. Mais en cachette, pour pas que les enfants se disent « Mais maman a pété un câble ». Céline, elle est fort charmante cette femme, mais je ne l'ai jamais écoutée. Je déteste ce genre de musique en fait, pour tout te dire. Et ben j'avais téléchargé l'album en cachette et j'écoutais avec des écouteurs toute la journée. Pourquoi? C'est comme la... Est-ce que t'as eu ça, toi? Non. Non. Céline Dion, enfin, je veux dire... Non, pas moi. J'ai pas du tout bifurqué vers une musique que j'écoutais pas avant, ou ce genre de choses. Non. Et encore moins focalisé sur une seule, tu vois, et puis un album dont je me souviens plus du nom. Cet album-là, donc j'ai dû l'écouter 95 fois, tu vois. Uh-huh. C'est marrant, c'est comme la bœuf, en fait, on a l'impression que quand tu fais un truc, c'est à fond. Oui. Je suis mon obsessionnelle. Voilà, c'est ça, à fond, et après t'as arrêté? Céline Dion. J'ai plus jamais écouté de ma vie. Ah oui. Mais qu'est-ce qui m'a... Je ne sais pas. Ça, c'est rigolo, quand même. C'est rigolo. On est d'accord. Ah, c'est rigolo. C'est poilant. Hein. Oui. C'est pas mal. C'est immense. C'est gigantesque. je veux, voilà. Une activité. Donc, qui t'aurait fait du bien, qui t'a aidé aussi. La peinture. Ah oui. Ça, je m'en doutais. Alors, j'ai fait toute la série Cancer, en peinture, Je ne les ai jamais vendues. J'ai pas dit, après c'est parti en expo. Les gens m'ont dit, ah ouais, quand même, c'est violent. Donc des corps de femmes avec... Ah oui, c'est vrai, ça, t'as raison. Tu vois, pareil, je trace, j'oublie. Je les ai encore à l'atelier. Je n'ai fait que ça. Donc des femmes affaissées, au sol, avec des comme tu sais jamais s'il y a des métastases. Donc j'avais fait plein de végétales qui sortaient des seins, des ultra glauque. Mais ça, j'imagine que ça t'a permis de faire sortir. Donc je n'ai fait que peindre ces femmes en fait dans des flaques de sang, offertes, vieilles, grimaçantes. Je peignais à la mort. Ouais, ça m'a vachement aidé. C'était un exutoire. Ouais. Thérapeutique, quoi. Complètement. Puis dès que c'est fini, j'ai arrêté, je suis passée à autre chose. Bah, non, la peinture, par contre, non, t'as pas passé à autre chose. Ah non, j'ai pas arrêté la peinture. Et d'ailleurs, j'en viens à te demander, parce que tu dis que tu es plasticienne, donc c'est ton premier, ta formation, Oui, j'ai fait l'école des Beaux-Arts, moi. Ouais, voilà. Ouais. Mais après, t'es allée totalement dans... Non, après j'étais scénographe pour le théâtre. Ensuite, c'était trop... il faut une grosse batterie sociale. Tu pars en expédition. Tu pars en tournée pendant 6 mois. Je devenais cinglée. Je voyageais déjà énormément. Je suis devenue journaliste, puis grand reporter. J'ai fait un premier contact en Amazonie avec une tribu isolée. Je suis devenue membre de la Société des explorateurs français. Le papa de ma fille est mort là-bas. Donc là, j'étais très branchée autochtonie, bassin amazonien, mais aussi j'ai passé beaucoup de temps avec les aborigènes en Australie. Et ensuite, j'ai fait un premier livre sur la Libye. Après, j'ai passé 5 ans à faire tous les souks du Maghreb et du Mashrek, Proche et Moyen-Orient. Puis après, j'ai été embauchée dans un magazine où j'étais grand reporter. Puis après, il y a eu le 11 septembre. Tous mes contacts m'ont servi à devenir grand reporter de guerre.
Et quand j'avais trop soif de sang et que j'étais toujours en quête d'adrénaline et que j'ai senti que ça devenait déviant, j'ai décroché, j'ai raccroché les gants, je suis rentrée, j'ai repris mes activités de plasticienne. Je t'ai fait la rotation. Ouais, ok. Je voulais pas ressembler à tous ces gens qui étaient capables de se battre pour partir en zone de conflit. Ouais. Et j'ai commencé à leur ressembler. Soyons clairs. Donc j'ai arrêté. Donc quand tu t'es remis à peindre, c'était avant ton cancer. Oui, C'est bien pas sûr, lien bien sûr, avec. bien sûr. Non, mais j'avais jamais arrêté non plus. Hein. Ouais. Je faisais en même temps, mais moins, donc évidemment. Bien sûr. Ouais. Voilà. Une phrase, une citation, une blague. Oh, j'en ai plein. Ouais. Ce qui est magique dans la vie, c'est qu'à la fin on disparaît tous. Pour moi, c'est la phrase. Hein. C'est extraordinaire. Je précise, qui est donc dans tes toilettes. Maintenant, je te cache pas que je suis couverte de tatouages, ça ne se voit pas. Et ce sont j'ai la partie avant le cancer, ici. Ah oui. D'accord. Ouais. Donc mes peines, mes chagrins, mes bonheurs, mes combats, mes colères, ni Dieu ni maître. Et de ce côté-là, c'est l'après-cancer. Igne natura renovatur integra, le feu renouvelle tout dans la nature. Memento mori, n'oublie pas que tu vas mourir. Tu connais Memento mori? Quand un général romain revenait de la guerre couvert de gloire à Rome, sur son char, il y avait toujours un esclave qui lui chuchotait à l'oreille « N'oublie pas que tu vas mourir ». Jamais d'orgueil, toujours de l'humilité. Solve et coagula, se dissoudre et coaguler. C'est des phrases alchimiques. Ouais, oui. Et ah oui, homo bulla est, l'homme est une bulle. Parce que je suis fascinée par les vanités de l'école des Flandres du XVIIe siècle, dont ici il y a un travail. Je vois des crânes partout. Alors, la vanité, c'est ça. L'homme est une bulle. Donc, ce sont des crânes qu'on m'apporte, de moutons en l'occurrence. Là, il y a un crâne de vache et un crâne de poney. Très gros poney. Tout le monde me les a apportés. Et en fait, je leur rends leur beauté. Tu vois, mais c'est pour ne jamais oublier que nous ne sommes rien et surtout à l'équilibre avec le monde animal et végétal. Ce qui pour moi, ça c'est mon rituel justement de me le rappeler tous les matins. Tu es à l'équilibre. Je ne tue rien chez moi. Hein. Moi, les fourmis cohabitent, les araignées, ce sont mes amis. Parce que je ne trouve pas que ma vie ait plus de valeur que la leur. Et en l'occurrence, aujourd'hui, leur vie a plus de valeur que la nôtre. Tu vois, si on veut continuer à exister. Voilà. Ça c'est très beau. Ouais, alors c'est tout brodé, c'est 1 an de travail pratiquement. Ah ouais. C'est que des ex-voto, donc voilà, donc j'en ai plein l'atelier, ça part en expo cet été, j'en ai une dizaine, et c'est ça, n'oublie pas que tu vas mourir. Une couleur, une odeur, un goût, la couleur avant ou après, ça a toujours été le rouge, c'est le sang. C'est le sang des règles, c'est le sang quand tu as mis au monde tes enfants, c'est le sang, c'est la vie. Quand il est rouge, il circule, c'est plutôt un bon indicateur. Et c'est le sang, c'est l'hypervie, le sang. C'est la vie, la mort, c'est l'odeur. L'odeur, moi j'aime l'odeur animale, bestiale en fait. Hein. Moi, pour l'odeur des corps, du corps, hein, voilà, et un goût... je sais plus, je me rappelle pas. Ok. Des envies, ouais. Mais non, pas spécifiquement. Moi, je vais goûter tes gâteaux. Ouais, voilà. Sans gluten. Et sans lactose. Et sans lactose. Hein. Ouais. Alors, une ou des ressources personnelles, pas spécifiquement. Tu sais, cette maladie, ça clôturait tellement de choses douloureuses que quelque part, ça a été cathartique. Dans le sens où, moi, je suis morte plusieurs fois dans ma vie. Vraiment. Je suis morte à 14 ans, parce que j'ai été abusée sexuellement. Je suis morte... Après, j'ai eu du mal quand même à me remettre. Ça m'a beaucoup affecté, même dans ma croissance, dans mon corps. C'est lié à ça. Je ressemble un peu à mes sœurs par endroit, mais pas du tout. Mon corps est devenu très androgyne. Je suis morte quand je n'ai pas eu la garde de mon fils. Pour des raisons qui étaient absolument pas recevables, parce que j'étais grand reporter de guerre et qu'on m'a reproché que ce ne soit pas le métier d'une mère. Et pendant que je perdais ma maman, qui était pour moi d'ordre divin, elle relevait de l'ordre divin, c'était une déesse. Hein. J'étais curieuse d'avance que ça allait se terminer par ce genre de choses, tu vois. Donc quelque part, la ressource, c'était le rebond.
Tu vois, t'arrives au fond, bah, boum, le ressort, quoi. Moi, j'avais la pêche aussi, hein. J'avais une patate, j'étais comme sous coke. Une pêche. Pff, je t'aurais déplacé 14 montagnes, hein. Ouais, mais il y avait une envie de vivre, une fois l'envie de vivre. Non, c'est ça, quoi. Puis la revanche, quoi. Je veux pas me laisser abattre, tu vois. Alors certainement pas, ça non, jamais. Maman, elle serait pas fière de sa petite fille. Je vais lui montrer de quel bois je suis faite. Ouah nom de Dieu, commencez pas. Une super patate. Le rebond, le ressort. C'était ça ma ressource. Ok. Alors la phrase ou le mot insupportable, je vais te dire, c'est le crabe. Ça me fait violence. Je pourrais gifler la personne. Mais et pourquoi? C'est immonde. Mais c'est des gens qui veulent pas appeler un chat un chat. En plus, les crabes, c'est super sympathique. Pourquoi, pauvre bête, c'est hyper stigmatisant. Ou t'as un cancer, ou tu n'en as pas un. La maladie, voilà. Mais le crabe, c'est encore cette espèce de sémantique et de rhétorique où on n'appelle pas les choses. Et l'autre chose que je supporte absolument pas, mais je comprends que ça ne soit pas facile pour les autres, c'est cette espèce de rouleau compresseur. Ça va aller. Ben non, ça va pas aller. Comment te dire, tu sais même pas quelle ch'touille t'es chopé, si tu vas crever en 3 mois. C'est insupportable. Chose que je donc m'interdis de faire pour les gens qui sont donc encore en thérapie et malades. Non, ça va pas. Il y a des moments, il y a quand même des traitements qui sont extrêmement douloureux, difficiles psychologiquement, c'est dense. Donc non, ça va pas en fait. Donc ça ne va pas, ça ne va pas. Tu sais bien. Même quand on t'opère de ce que j'ai eu, la chire, elle te dit jamais je vais faire ça. Elle te dit je vais essayer de faire ça. Ouais. Mais ils savent pas du tout. Comme ma sœur, quand ils ont ouvert, c'était pas du tout ce qu'ils prévoyaient. Ils avaient un peu anticipé. C'était plus compliqué. Donc non. En fait, les gens, c'est pareil, ils se parlent à eux-mêmes. Bref. Ouais. Oui, ils sont pas dans la réalité, mais c'est vrai que c'est une maladresse, je pense, évidemment, de la part des personnes qui ont envie d'être rassurantes, mais bon. La phrase ou le mot qui t'ont fait du bien, je crois que c'est je t'aime, quoi. Sans jugement, un truc qui vient du fond du bide, simplement, hein. Ah oui, puis alors le larmoiement, les gens qui plaignent, hein. Comment ça t'aide pas sur tout ça, hein. Ah, j'en supplie, est-ce que je peux t'emmener à l'hôpital, avec un air comme si c'était ton interlocuteur, en l'occurrence c'est un interlocuteur qui est souffrant. Ça me hérisse le poil. Donc la phrase qui me fait du bien, je pense que je t'aime, c'est chouette. Un truc simple, très dépouillé, mais sincère. Pour toi, résilience rime avec permanence. En tout cas, moi, me concernant, il faut que ce soit permanent, parce que ce n'est qu'une grande histoire de résilience depuis au moins 4 générations chez nous, hein. Donc, il faut que ce soit permanence, hein. Ça vient du cœur, hein. C'est bien les questions comme ça à l'aveugle, hein, parce que tu peux pas trop anticiper. À qui as-tu envie de dire merci aujourd'hui? Moi-même, en fait. Voilà. J'ai appris à coups de pelle à charbon que on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Et or, je suis née dans la détestation de ma personne. Donc il m'a fallu 55 ans pour dire non, finalement, je m'aime bien. Je suis quelqu'un de carré, je suis sincère, je suis honnête, j'ai une éthique, j'ai des valeurs et je ne suis jamais dans le jugement. Donc j'ai envie de me dire merci. Puis après à ma meute, hein, à la meute. La meute qui pour toi est... Mes 2 sœurs, mes 2 enfants, plus les 2 enfants de ma sœur, donc ça me fait 4 enfants, puisqu'on les a éduqués de façon un peu en kibbutz, quoi. Mon papa, accessoirement aussi. Mais là, la meute, c'est les enfants, mes sœurs. Voilà. Et c'est tout mon monde. Eh bien, moi, je vais te dire merci aussi. Merci, Uriel. Claudie nous l'a montré. On peut affronter le cancer en riant, en créant, en vivant pleinement, malgré tout. On peut aussi le traverser en peignant, en transformant la douleur en création. Et surtout, on peut s'appuyer sur sa meute, sur l'amour des siens, sur la force du vivant. Son témoignage nous rappelle que la résilience n'est pas une posture figée, ni une recette miracle, mais un chemin parfois cabossé, fragile et puissant à la fois, toujours singulier.
Alors merci Claudie de nous avoir ouvert les portes de ton univers et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle escale sonore. Merci d'avoir voyagé avec moi jusqu'au bout de cet épisode. Le souffle de ce podcast existe grâce à vous. Alors, si vous avez envie de faire voyager encore un peu plus loin l'écho des papillons, voici comment vous pouvez l'aider à déployer ses ailes. Soit en parlant autour de vous, en partageant un épisode ou en semant quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi soutenir ce projet indépendant, artisanal, encore jeune mais porté avec force et conviction via ma cagnotte participative ou en découvrant mes photographies de voyage sur les2aileduriel.com. Enfin, pour suivre mes aventures nomades et créatives, rendez-vous sur La Volubile ou abonnez-vous à ma newsletter. À dans un mois pour une nouvelle escale sonore. L'écho des papillons, des ailes et de l'espoir face au cancer.